Ok, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur le cours de sciences de données pour l'assurance. Je vais vous parler un tout petit peu aujourd'hui de régularisation. Donc, ça va s'étaler sur plusieurs capsules. Donc, on va parler de pénalisation, de régularisation, de méthode RAGE, de méthode lasso. Voilà. Donc, voilà un peu pour la terminologie. Je vais commencer à présenter mes slides. C'est souvent ce qu'il y a de plus simple. Ok. Donc, cette première capsule, enfin cette première série, je pense que je vais quand même le couper en plusieurs, va se faire sur ces problèmes de pénalisation, mais dans un contexte un peu particulier, c'est qu'on reste dans les problématiques de moindre carré. Donc les approches de régression. Je ferai la classification un petit peu plus tard, dans une deuxième série. Mais cette première série est essentiellement autour des moindres carrés. Mais avant, je vais commencer par discuter un petit peu cette notion de pénalisation. Donc la pénalisation, c'est quelque chose qui est relativement connu dans un domaine particulier, c'est l'optimisation. Euh, donc, j'avais fait quelques capsules de rappel d'optimisation. Un problème d'optimisation standard, c'est de minimiser une fonction. Okay. Euh, Ce qui peut être plus intéressant, c'est de faire une minimisation ou une optimisation sous une certaine contrainte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher toujours un minimum d'une fonction, mais la contrainte sera qu'on appartient à un certain ensemble. Voilà. Donc, je suppose que mes X sont dans un sous-ensemble de RK que je peux plus ou moins caractériser. Okay. Donc on avait abordé un petit peu ce problème-là en particulier. On avait discuté qu'est-ce qui se passait quand on avait des fonctions convexes, des ensembles convexes, ce genre de choses. Mais là, je vais plutôt revenir sur l'écriture de cette contrainte, et en particulier le fait que de manière très générale, en fait, on peut écrire ce problème-là sous une forme un peu particulière. C'est qu'on peut montrer que ce problème-là va s'écrire de la forme suivante. C'est que c'est équivalent à essayer de minimiser une fonction un petit peu différente. Donc notre fonction objectif, qu'est-ce qui va se trouver ici? Donc notre fonction objectif va changer un tout petit peu, dans le sens où je cherche toujours à minimiser f de x, okay, sauf que j'ai envie de tenir compte de cette pénalisation. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bah, si jamais ma fonction f est définie en dehors de mon ensemble E, il ne faut surtout pas qu'on donne une fonction dans cette valeur-là. Donc une approche classique consiste à dire, bah, je vais tout simplement mettre quelque chose qui sera très très grand, dès lors que je ne suis pas dans cet ensemble X. Donc une approche assez classique consiste à dire, je vais introduire une fonction, ce qu'on va appeler une fonction de pénalisation. Donc ce sera cette fonction qui sera quoi? Tout simplement une fonction qui vaudra 0 si jamais je suis dans l'ensemble E d'intérêt, okay, et je mets plus l'infini si jamais j'y suis pas. Okay. Dans ces cas, c'est très simple. Pourquoi? Parce que ce problème-là, on le voit, il est équivalent à l'autre, dans le sens où si jamais je suis bien dans un point de l'ensemble E, je vais bien chercher le minimum de ma fonction pour ces points-là. Sauf que quand mon point x n'est pas dans l'ensemble E, ma fonction part à l'infini et donc il n'y a aucune chance d'aller chercher un minimum là-dedans. D'accord? Donc l'idée étant de mettre plus l'infini essentiellement pour dire j'ai aucune chance d'aller chercher un point là-bas. D'accord? Donc ça, c'est la forme un peu générique de ce qu'on va essayer de résoudre. Je l'ai mis dans le titre, ça s'apparente à quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est l'histoire de Lagrangien. Donc le Lagrangien, c'est quoi? C'est quelque chose qu'avait proposé Lagrange, qui consiste à dire, quand vous avez un problème euh, général d'optimisation avec une contrainte, c'est possible de rajouter la contrainte dans la fonction objectif. Okay. Alors je l'ai écrit de manière très générale en rajoutant un paramètre lambda, mais on voit que le lambda ici, il ne sert pas à grand-chose, puisque soit ça vaut 0, soit ça vaut l'infini. Donc dès que vous multipliez par une constante positive, dans ces cas-là, ça ne change strictement rien. Le 0 reste le 0, l'infini reste l'infini. Okay. Mais on pourrait se dire qu'on pourrait relaxer un peu notre hypothèse. On pourrait chercher une fonction P un petit peu différente, et dans ces cas-là, peut-être que le paramètre lambda pourrait avoir une certaine importance. Donc, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de chercher en fait des fonctions, euh, si possible, continues. Pourquoi les fonctions continues sont intéressantes? Parce que derrière, on pourrait toujours s'intéresser à des descentes de gradient, par exemple. Okay. Donc éventuellement, si la fonction peut être continue, voir si la dérivée peut être continue, ce serait génial, dans le sens où quand je vais essayer de dériver, dans ces cas-là, j'ai toujours ma fonction objectif f, mais j'ai le paramètre de pénalisation qu'on va pouvoir dériver ou au moins contrôler un petit peu. Okay. Donc comment ça se passe? Donc on va rechercher des fonctions, donc je vous l'ai dit, continues. On va les supposer positives, parce que ce qu'on veut, c'est que si jamais je ne suis pas dans mon ensemble, dans ces cas-là, je pénalise. Donc, je vais me mettre un petit peu au-dessus pour éviter d'attirer le minimum, en tout cas pour que le minimum de ma fonction objectif avec la fonction f et la pénalisation ne tombe en dehors. Donc, on va remonter suffisamment haut. Donc, tout à l'heure, on partait à l'infini, mais on va juste dire on va monter un petit peu.
Okay, et comment est-ce que je veux avoir ma pénalisation? Ce qu'on voudrait, c'est de dire si jamais je suis dans l'ensemble X, je rajoute rien. Donc, ce qu'on demande, c'est que P de X soit nul dès lors que X appartient à E. Okay, et par contre, dès qu'on en sort, dans ces cas-là, on veut une fonction positive. Et après, on peut jouer sur le paramètre lambda. C'est de dire, si jamais, dès que je sors de mon ensemble E, en gros, je suis sur 1, dans ces cas-là, je mets un coefficient lambda pour dire je pars très très haut, pour éviter d'avoir à prendre une valeur là. Donc ça nous permettrait de résoudre le même problème. En fait, on peut se poser la question de est-ce que cette contrainte, elle est si forte que ça? C'est que tout à l'heure, je partais à l'infini parce que je voulais des optimums qui étaient forcément dans l'ensemble E. Et si jamais je ne suis pas dans E et que je ne suis pas très loin, je n'ai pas envie de dire que je pars à l'infini. Peut-être que ça aurait un coût important, mais je n'ai pas envie que ce soit l'infini. Donc on va voir arriver ce que je viens de dire, c'est une notion de coût qui va apparaître. Okay, et de se dire, je vais rajouter quelque chose, mais pas forcément l'infini. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples. Par exemple, des contraintes assez classiques, c'est de dire je veux uniquement des éléments positifs. Comment est-ce que je peux récupérer des éléments positifs en dehors de dire les valeurs négatives, je les mets à moins l'infini, à plus l'infini, pardon. Les valeurs positives, je les mets à 0. Okay. On peut faire quelque chose d'un petit peu différent qui consiste tout simplement à dire il y a une fonction qu'on aime bien, c'est la notion de partie positive, je vous rappelle. X plus, c'est quoi? C'est tout simplement x si jamais un x était positif et 0 sinon. Okay, donc, on a déjà vu un petit peu dans les fonctions spline et ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie positive. Je peux définir la partie négative qui est de dire je vais prendre x, ou plutôt moins x si jamais x était négatif, puis 0 si jamais je suis positif. Okay, donc on voit apparaître une fonction qui pourrait être intéressante. Donc la partie négative me permet de récupérer quelque chose qui va être nul dès lors que je suis positif. Okay. Quand je suis négatif, dans ces cas-là, éventuellement, je pourrais même mettre des choses importantes. Donc, classiquement, on aime bien les carrés. Okay, je renvoie à la capsule que j'avais faite sur les fonctions de perte, les fonctions de coût. Une pénalisation quadratique, ça me donne non seulement de la continuité, mais en plus de la dérivée de la continuité. La continuité de la dérivée. Okay, donc, on a cette fonction, donc cette pénalisation quadratique qui peut être intéressante, qui consiste à dire que je prends la partie négative que j'élève au carré, tout simplement. Okay. Un autre cas, c'est de dire si jamais ma fonction c'était faut qu'une fonction c de x soit négative. Dans ces cas-là, on est presque dans le cas précédent. La seule chose, c'est qu'il faut prendre la partie positive de la fonction c. Okay, donc on met une pénalisation quadratique sur cette fonction c qui pourrait être intéressante. Okay, donc ça, c'est les deux grands exemples qui existent en dimension 1. Si jamais je suis dans quelque chose un peu plus complexe, donc par exemple, si jamais je m'intéresse au quadrant supérieur, donc je veux que toutes mes composantes x soient positives, Frisch avait proposé une pénalisation qui est de dire je vais prendre moins le log de x. Okay, donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, je pars à plus l'infini quand je ne suis pas dans les bonnes valeurs, mais quand je suis dans les valeurs positives, dans ces cas-là, ma pénalisation ne compte plus pour grand-chose. Okay, donc en mettant ce genre de pénalisation avec un coefficient relativement faible, on a quelque chose qui va effectivement nous focaliser forcément dans la partie positive. Okay, donc l'idée de la pénalisation, elle est très présente en optimisation et c'est quelque chose de très classique et on va se demander pourquoi est-ce que nous ne ferait pas ça. Notre objectif classiquement, c'était minimiser la somme des carrés des erreurs, c'était de minimiser une log vraisemblance, enfin de maximiser une log vraisemblance, et pourquoi pas tenir compte d'une pénalisation qui serait quoi? Qui serait, par exemple, si mon modèle est trop compliqué. Okay, donc tenir compte de la complexité dans ma fonction objectif, tout simplement pour s'assurer d'avoir un modèle relativement simple. Okay, donc on va essayer de discuter de ça un petit peu. Je vais continuer un petit peu à dérouler mon fil sur les histoires d'optimisation. Donc, j'avais dit qu'il y avait un lien avec le Lagrangien. Le Lagrangien, c'est une manière assez naturelle pour introduire une contrainte. D'accord, donc de manière générique, on a une contrainte soit sous forme d'égalité, soit sous forme d'inégalité. Okay, donc si je veux minimiser une fonction f sous une contrainte qui serait g de x égale 0 ou g de x négatif, dans ces cas-là, on peut montrer que c'est équivalent non plus à travailler sur la fonction f, mais à travailler sur le Lagrangien. Le Lagrangien, c'est quoi? C'est je prends ma fonction f et je vais rajouter des paramètres. D'accord, donc ma fonction f n'est plus qu'une ma fonction objective n'est plus qu'une fonction en x, mais elle devient autre chose, elle devient une fonction de x et de paramètres additionnels qui sont tout simplement les multiplicateurs de Lagrange, qui sont les coefficients qui vont intervenir dans la multiplication. Donc si jamais j'ai une seule fonction, okay, donc supposons que j'ai juste un g de x qui sera par exemple négatif, dans ces cas-là, ma fonction devient f de x plus un certain lambda g de x. Okay, et donc mon problème d'optimisation devient un problème d'optimisation en x et en lambda. Okay, donc là, je choisis le lambda optimal, donc mon multiplicateur de Lagrange, je vais l'optimiser.
Okay. Mais en fait, je peux aussi le fixer. Okay. Donc le fixer revient à introduire un coût à commettre des erreurs donc, dans ma contrainte. Dans ces cas-là, si je mets ma contrainte n'est pas satisfaite, des fois on va se dire que c'est peut-être pas très grave. D'accord. Donc si jamais je passe par mon Lagrangien, je peux tomber sur un problème qui va être rigoureusement équivalent. Donc minimiser cette fonction-là, c'est rigoureusement équivalent à cette fonction-là. Donc c'est les conditions KKT, donc de Karish, Kuhn et Tucker, qui consiste à dire que si jamais j'ai un optimum, un global X étoile, okay, donc X étoile et Z étoile, dans ces cas-là, X étoile était une solution du problème d'optimisation de base. Okay. Donc le Lagrangien est un problème assez classique pour résoudre des problèmes d'optimisation avec des contraintes. Alors je vais vous présenter un problème d'optimisation qui est assez classique, mais que je n'avais pas présenté comme ça en fait dans le cours de modèle linéaire. C'est on va regarder essentiellement la première partie dans un premier temps, c'est que je veux trouver une fonction m. Donc je vais le faire dans un problème de régression univariée. J'ai une seule variable explicative. Donc j'ai une variable y que je veux modéliser avec une variable explicative x, et je m'intéresse à un problème de moindre carré. Donc je cherche à minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc je prends la somme sur tous les i, des yi moins les m de xi, et j'élève ça au carré pour me dire, bah, cette erreur-là, donc l'erreur de modèle que je commets, je l'élève au carré. Okay. Donc ça va me permettre de calculer la meilleure fonction. Alors, le problème, c'est que si jamais je fais ça dans un ensemble de fonctions qui est très général, je vous l'ai déjà dit, c'est possible de trouver une fonction. Si jamais je prends l'ensemble de tous les polynômes, je peux vous trouver une fonction qui passe par tous ces points-là. Okay. C'est un théorème classique d'analyse qui nous dit que si jamais vous avez un ensemble de n points, ben dans ces cas-là, je peux faire passer un polynôme de degré n par ces n points. Okay. Donc, si jamais ma fonction est trop générale, ben dans ces cas-là, je peux trouver une fonction, mais dans ces cas-là, ma fonction va être très, très erratique. Elle sera régulière dans le sens où elle est infiniment dérivable, mais elle sera très irrégulière. Donc, il y a une approche assez classique qui consiste à dire, ben, j'aimerais bien trouver une fonction, mais j'aimerais bien qu'elle soit relativement lisse. Et qu'est-ce qu'on entend par lisse? On entend par... Donc, le caractère lisse d'une fonction, c'est quoi? On le voit, si jamais j'ai deux fonctions qui sont genre les fonctions linéaires avec une rupture, j'ai une discontinuité. D'accord. Donc une rupture sur la continuité, c'est une rupture dans ma fonction. Je peux avoir une rupture sur ma dérivée. Donc ma rupture sur la dérivée, elle me dit quoi? Elle me dit que je vais avoir des fonctions qui sont continues, mais je vais avoir des ruptures. Donc c'est ce qu'on avait avec les splines linéaires, par exemple. Okay. Donc j'ai ma dérivée qui va avoir une valeur à gauche et une valeur à droite. Okay. Et nous, ce qu'on va plutôt regarder, c'est la dérivée seconde. C'est-à-dire que je veux supposer que ma dérivée première soit continue, mais en plus, je vais essayer de regarder ce qui se passe au niveau de ma dérivée seconde. Et qu'est-ce que ça veut dire que la fonction, elle n'est pas smooth? C'est essentiellement que ma dérivée seconde, elle se met à bouger beaucoup. Okay. Donc si jamais vous avez une fonction qui monte tout d'un coup avec un saut, cette dérivée seconde, elle va s'affoler. C'est une accélération, donc ça va s'accélérer à toute vitesse. Donc ça va prendre des très grandes valeurs, puis ça va diminuer. Donc ce qu'on veut, c'est éviter que cette fonction-là devienne soit très grande, soit très petite. Et une manière très simple pour l'avoir petite, c'est de se dire, en fait, j'aimerais bien que cette intégrale, elle ne soit pas trop grande. J'aimerais bien que l'intégrale de la dérivée seconde de ma fonction m soit petite. Alors si on prend juste l'intégrale de la dérivée seconde, ça ne marche pas, parce que si jamais vous montez et vous redescendez de manière parfaitement symétrique, dans ces cas-là, ça va s'annuler. D'accord. Donc on va prendre le carré de la variation, donc l'idée étant juste de travailler sur le signe, et donc on s'intéresse à cette fonction-là, qui est l'intégrale de la dérivée seconde de la fonction de lissage, okay, au carré. Okay. Donc on peut reformaliser notre problème d'optimisation en disant je veux une fonction qui approche bien, c'est le terme de gauche, et je veux en plus une fonction qui soit régulière, c'est-à-dire avec le terme de droite qui soit le plus petit possible. D'accord. Donc j'aimerais bien que ça soit petit, et j'aimerais bien que ce terme-là soit également petit pour m'assurer que j'ai une certaine régularité dans ma fonction. Okay. Donc on va pénaliser des fonctions qui vont être tordues. Okay. Une fonction qui est linéaire, cette partie-là, elle disparaît à droite. Okay. Donc on s'autorise à être un peu plus flexible qu'une fonction linéaire, okay. Mais voilà, dans le cas de la fonction linéaire, ce terme-là sera le plus petit possible. Okay. Donc on voit apparaître une notion de complexité de modèle quelque part, ou de non-linéarité du modèle qui apparaît ici. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ce problème-là, il a été longuement étudié, et en fait, on a des solutions. C'est qu'en fait, on peut montrer que les fonctions
qui sont deux fois différenciables, qui passent par les points x, y, et qui va minimiser ce terme de droite. Donc le terme où je fais intervenir l'intégrale de la dérivée seconde de mon modèle au carré, c'est des fonctions qu'on a déjà vues, c'est que c'est en fait les fonctions cubines, c'est des fonctions spline cubiques, okay, avec des nœuds qui sont à chacun des points. D'accord? Donc, si jamais j'essaye d'optimiser cette fonction-là, la fonction naturelle que j'aurais à garder, c'est des fonctions spline cubiques. Okay, et on a un autre petit résultat complémentaire qui est que si jamais je cherche à minimiser parmi toutes les fonctions différentielles et pas seulement celles qui passent par les points x, y, i, dans ces cas-là, je retombe encore sur des fonctions spline cubiques. Okay. Alors, j'insiste sur un tout petit mot, mais c'est un peu secondaire, c'est ce qu'on appelle les fonctions spline cubiques naturelles, qui ne sont pas exactement les B-splines qu'on avait l'habitude d'utiliser, mais j'ai envie de dire que c'est un détail purement numérique. Le point, c'est que si jamais vous essayez de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire minimiser la somme des carrés des erreurs en contraignant pour avoir une certaine régularité dans votre fonction, dans votre modèle, en fait, c'est assez naturel de travailler sur des approches par spline. Voilà. C'est comme ça que j'interpréterais ce résultat. Et je vais juste discuter un tout petit peu, parce qu'on l'avait évoqué très rapidement, redéfinir les B-splines et passer des B-splines aux splines naturels. Mais ça va dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu en fait dans le cours de modèle linéaire appliqué. C'est que ces splines, elles ont une richesse énorme. Okay, j'ai pas eu l'occasion de faire des capsules là-dessus, mais si jamais par exemple vous essayez de résoudre un problème de régression sous une contrainte de convexité de fonction, par exemple, la solution sera une fonction B-spline, une fonction de spline linéaire, où vous allez essayer de reconstituer une enveloppe convexe de votre fonction. Okay, donc les splines apparaissent à plein d'endroits dans les modèles économétriques. Donc, voilà, je m'étais dit que j'allais commencer par là. Quand on pose un problème de moindre carré avec une pénalisation sur la régularité de la fonction, dans ces cas-là, la fonction qui apparaît naturellement, c'est les splines. Donc les splines qu'on avait vus, nous, c'était les splines linéaires. Donc l'idée des splines linéaires, c'est quoi? C'est de dire, je veux une fonction qui soit linéaire par morceau et qui soit en plus continue. Okay, donc le linéaire par morceau, ça veut dire qu'entre chaque nœud, je vais avoir des fonctions qui sont linéaires, donc de dérivées constantes. Donc je vais avoir un coefficient de régression. Okay, une fonction linéaire, c'est une équation de régression, c'est bêta 0 plus bêta 1, x. Okay, et c'est juste que je m'autorise à introduire donc, une rupture, mais une rupture non pas en termes de m, ma fonction m sera toujours elle continue, mais je vais avoir une rupture sur ma dérivée. D'accord? Donc, classiquement, si jamais vous aviez une fonction, je vais juste le refaire une dernière fois, mais si jamais vous avez une fonction qui est quelque chose comme ça, okay, avec une certaine rupture en un nœud S, la fonction qui permet de modéliser ça, c'est bêta 0 plus bêta 1x plus un autre terme qui sera tout simplement bêta 2 multiplié par x moins S, et je prends la partie positive de x moins S. D'accord? Donc ça, c'est la manière la plus naturelle pour introduire cette rupture. Okay, la fonction x moins f, dont je prends la partie positive, m'assure la continuité. Okay, puis ça m'assure une rupture précisément en S sur la dérivée. Puis au lieu de monter avec une pente de bêta 1, je vais évoluer avec une pente qui sera bêta 1 plus bêta 2. Okay, donc si bêta 2 est négatif ici est plus grand en valeur absolue que x1, dans ces cas-là, je vais avoir une diminution. Donc au lieu de monter, je vais baisser, okay, avec une pente qui sera en bêta 1 plus bêta 2. D'accord? Donc c'est comme ça que je l'avais présenté en vous disant les splines linéaires, comment je les obtiens? Tout simplement en introduisant ces fonctions-là, qui sont donc la constante, la fonction linéaire, donc ma fonction L2. Ensuite, je mets une rupture. Donc j'ai cette fonction avec une rupture ici sur mon nœud K1. Donc j'ai cette fonction x moins K1 dont je prends la partie positive. Puis ensuite, j'ai l'autre. Ici, j'ai mon K2. Ici, j'ai mon x moins K2 dont je prends la partie positive. Okay, et donc, en faisant ça, on va récupérer un modèle avec des splines linéaires avec deux nœuds. Okay, le nœud K1 et le nœud K2. Okay, je me place sur 0,1 essentiellement parce que les splines sont souvent définis, donc non pas sur des niveaux, enfin, en tout cas par défaut sous R, c'est défini sur des niveaux de quantile, donc c'est ce que je réutilise ici, où je les place à des niveaux de quantile qui sont à 1 tiers et 2 tiers. Okay, donc ici, je vous définis les base splines avec les deux nœuds qui sont le quantile à 1 tiers, quantile à 2 tiers, et linéaire avec 1 degré. En fait, donc c'est les fonctions qu'on va récupérer ici. D'accord, donc je vous encourage à aller regarder cette fonction si vous voulez, mais ça va être les valeurs qui vont apparaître ici. Et en fait, les fonctions qu'on construit, ce n'est pas exactement celles qui sont telles que je vous ai définies, mais ça va être ces fonctions-là, donc qui sont un peu plus tordues. Donc ma fonction x, je ne vais pas la laisser croître indéfiniment. En fait, elle va monter, puis elle va commencer à décroître dès lors que j'atteins ma première rupture en K1.
Pareil pour la fonction L, 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 pardon, L3. Donc L3, je vous disais, je mets juste la partie positive, puis ensuite je commence à monter. En fait, je ne monte pas indéfiniment, je monte jusqu'à avoir une rupture, et là, je redescends. Donc au début, je montais avec une pente de 1, là, ensuite je descends avec une pente de -1. Donc en fait, l'avantage de travailler sur des quantiles, c'est que je vais retomber très précisément sur les valeurs où je suis nul. Donc en fait, je vais juste avoir une espèce de petite pyramide qui va se créer autour de mes différents. Mais c'est cette fonction-là qui va être utilisée par R. Donc quand vous lui demandez la fonction baseline, c'est ça qu'il va utiliser. Okay. Donc la fonction BS, donc qui permet de constituer les splines, c'est celle-là qu'il utilise. C'est pas grave, c'est exactement la même chose que l'autre. Okay. Les deux modèles sont rigoureusement équivalents, et donc appliquer l'un ou l'autre, c'est la même chose. La seule chose, c'est que je pense que l'approche de gauche est plus claire à comprendre, mais c'est pas ça qui est utilisé essentiellement parce qu'en analyse numérique, on utilise plutôt les deux. S'il y en a qui sont intéressés, j'avais fait un billet de blog pour essayer quand même d'expliquer pourquoi ça pouvait être plus intéressant d'utiliser la deuxième. La justification, elle est essentiellement numérique. Okay. Quand on a fait les splines linéaires, on veut passer au quadratique. L'idée du quadratique, c'est la même chose, c'est de dire, par défaut, j'ai un modèle linéaire, puis je vais rajouter une parabole. Okay, donc ma première version, c'était donc mon bêta 0, ma constante, plus bêta 1 fois ma partie linéaire qui se trouve là. Ensuite, je vais rajouter une parabole. Donc je rajoute du bêta 2 x à la 2. Ce que je voudrais rajouter, c'est là aussi une rupture, mais pas une rupture, enfin une rupture en mon nœud K1, mais pas une rupture sur la dérivée, et pas une rupture sur la dérivée première. Enfin, pas une rupture sur la fonction et pas une rupture sur la dérivée. Okay. Et comment je fais ça? Tout simplement en introduisant ce terme qui est une parabole, donc qui était exactement la fonction que j'introduisais tout à l'heure, c'est-à-dire la partie positive que j'élève au carré. Okay. Donc ça nous donne l'avantage d'avoir une fonction qui va être très 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 régulière. Okay. Donc c'est une fonction, je vous rappelle, c'est une parabole qui est tronquée. D'accord. Donc on a une parabole, ici on est à 0, puis ensuite on a notre morceau de parabole avec une pente quand même en 0 qui est nulle. Okay. La dérivée de x moins k plus au carré à droite, c'est quelque chose qui est de la forme en 2x, de 2x moins k, 1, quand x tend vers k1, ça tend vers 0. D'accord. Donc en fait, j'ai continuité de ma dérivée, puisque la dérivée à droite, elle vaut 0, ma dérivée à gauche, elle valait 0, puisque j'étais constant. Okay. Et donc, j'ai ma dérivée, ma continuité de ma dérivée. Okay. Puis je peux rajouter la même chose pour le terme de droite. Donc le terme de droite, c'est quoi? C'est tout simplement celui où j'ai ma rupture à K2. Okay. Donc je vais avoir tout simplement la partie positive de x moins K2 dont je prends le carré. Okay. Donc ça nous permet de reconstituer des splines quadratiques. Alors là aussi, sous R, ce n'est pas du tout ce qui est fait. Sous R, on a des fonctions qui sont ces fonctions un petit peu tordues, qui sont des fonctions qui sont des morceaux de parabole. Okay. Donc je vais avoir ici une première parabole, puis ensuite une autre. Et donc, on va avoir toutes ces fonctions-là qui vont se coller. Okay. Donc ça, c'est la fonction BS que je prends avec les nœuds qui sont en 1 tiers et en 2 tiers de degré 2. Okay. Et là encore, je vous encourage à aller voir la sortie si vous voulez voir, mais vous verrez les fonctions apparaître et c'est exactement celles que j'ai tracées ici, c'est-à-dire ces fonctions-là qui ne sont pas celles que moi je vous raconte pour vous présenter les splines quadratiques, mais qui sont ces fonctions de droite, qui sont un peu plus compliquées à écrire. Et on arrive enfin au point où je suis en arrivé, je suis désolé pour les détours, mais donc le cubique, on le voit arriver, c'est la partie positive avec un cube qui apparaît. Okay. Donc si jamais j'essaye de faire mes B-splines, elles vont ressembler à ça sous R. Donc ça va être ces fonctions-là. Okay. Les splines cubiques, elles vont avoir, donc déjà j'en ai un peu moins, parce qu'en fait je vais rajouter 2 contraintes. C'est que mes splines, ce que je leur disais, c'était j'ai juste 2 contraintes qui sont les contraintes sur mes 2 nœuds, où je veux que mes dérivées, alors quand je suis en cubique, je veux que ma fonction soit continue, que ma dérivée première soit continue, que ma dérivée seconde soit continue. Okay. Donc je le capturais tout simplement en disant je vais prendre du x moins k plus et je vais prendre la puissance 3. D'accord. Donc cette fonction-là, elle est 3 fois dérivable en 0 et la dérivée première comme la dérivée seconde vont être nulles. Okay. Donc on a des fonctions qui vont être très 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 lisses. Les splines, si jamais je me donne ces 3 nœuds, j'en ai 5. Okay. L'idée des splines naturels, c'est de rajouter 2 contraintes sur les bords. Donc on va perdre 2 degrés de liberté, donc on aura 2 fonctions en moins. Okay. Et donc on récupère ces choses-là. Donc c'est ce que je vous trace ici, où je vous ai fait les B-splines et les N-splines, avec les mêmes nœuds et avec les mêmes degrés qui sont de degré 3. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des choses qui sont moins volatiles sur les bords, parce qu'en fait, si jamais vous voulez faire des splines cubiques tels que moi je vous les présente, on a toujours des problèmes sur les bords où c'est généralement pas très très bon. Okay. Donc je vais juste vous montrer sur un petit exemple ce que ça donne. Okay. Je vous ai généré les données
en haut à droite. Okay. Puis je vous ai mis deux fonctions. La fonction bleu, c'est celle avec bleu, c'est des B-splines. La fonction rouge, ce sont les N-splines. Okay. Donc ça va nous changer quoi? On voit que ça ne change pas tant que ça. Ça change un tout petit peu sur les bords ici. Ça change un peu plus sur la partie gauche. Okay. Donc la contrainte que j'ai à gauche, on voit, elle a un impact un peu plus fort sur mes deux fonctions. Donc je vous ai découpé les deux fonctions. Donc ici, vous avez la fonction rouge qui évolue comme ça, donc qui est la somme de beaucoup plus de fonctions. Et puis ici, j'avais mis un peu plus de nœuds. J'avais mis 4 nœuds. Okay. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions. Okay. Donc essentiellement les fonctions avec mes 4 nœuds, puis j'ai la version quadratique, linéaire et la constante. D'accord. Quand je fais des splines naturels, j'ai un petit peu moins de fonctions, mais on voit qu'on capture à peu près le même effet. Okay. Donc l'idée des splines, on l'a vu, c'est cette idée d'avoir des fonctions, une base de fonctions pour essayer de capturer des effets non linéaires dans un modèle, okay, en rajoutant de la régularité. Donc on veut contrôler la smoothness, donc la régularité de ma fonction. Okay. Et en fait, il s'avère que ces fonctions apparaissent dans un problème d'optimisation. Si jamais je vous dis que je veux minimiser la somme des carrés des erreurs sous une contrainte d'avoir une fonction de régularisation qui soit relativement régulière. Okay. Donc ça, l'avantage des B-splines aussi, c'est que ça peut s'écrire sous un problème d'optimisation qui fait intervenir des formes quadratiques relativement simples. Je vais peut-être passer un peu le détail, mais on peut voir apparaître quelque chose de relativement simple, dans le sens où mon modèle va s'écrire dans cette base de spline. Okay. J'ai mon problème de moindre carré ici, qui apparaît. Donc je minimise la somme des carrés des erreurs. Et ici, je fais intervenir quelque chose qui va faire intervenir la complexité du modèle que je vais essayer de pénaliser. Et je ne rentre pas trop dans les détails, mais en fait, cette fonction-là, on va le voir dans un instant, ça nous fera penser à quelque chose qu'on appellera la régression Ridge. Okay. Je ne vais pas le présenter ici, Ridge. C'était juste pour introduire le problème, mais vous regardez la capsule qu'il y aura sur le modèle Ridge et revenez ici, vous verrez tout de suite le lien. Okay. Donc, je vais faire une petite pause ici et puis je vous retrouve juste après pour parler un peu de shrinkage, de contraction et de méthode Ridge.